Smart Trends pour parler des étudiants, de leur pouvoir d'achat. On est juste après le salon de l'étudiant à Paris. Et puis alors pendant tout le mois de février, il y a plusieurs salons à travers la France, à Nice, Rennes ou encore Rouen. On se demande si c'est une génération qui réinvente la consommation. Je vous prends tout de suite mes invités. Elodie Gentina, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeure, chercheuse, consultante en marketing, auteur de plusieurs ouvrages sur le marketing et sur la génération Z. Marie-Astrid Raoult, bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice de la Fondation Carrefour et vous avez reçu il y a quelques semaines le Grand Prix de la philanthropie dans la catégorie sécurité alimentaire et alimentation durable. Victor Hoguet, bonjour et bienvenue. Vous êtes le fondateur, le CEO de La Casa. Peut-être une question un peu générale. Déjà, alors moi j'adore parce que génération Z, je ne sais plus où j'en suis. C'est quelle génération la Z déjà ? Alors, la génération Z, ça regroupe tous les individus qui sont nés après 1995. Okay. Donc moi, en tant que chercheur, je m'intéresse aux adolescents, collégiens, lycéens, les étudiants, voilà, on en reparlera, et puis les apprentis, les alternants, ceux qui sont en train de rentrer dans le monde du travail. D'accord, pas seulement les étudiants. Est-ce que vous, déjà, d'une manière générale, vous vous dites qu'elles consomment différemment des autres ? Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Alors, bien évidemment... Chaque génération consomme différemment de la précédente, hein ? On n'est pas sur une révolution, mais il y a toujours une continuité. Aujourd'hui, alors pour résumer, la consommation, c'est plus une fin en soi, c'est devenu un moyen un moyen de se construire, un moyen de s'autonomiser, de se sociabiliser, etc. Et donc, quand on parle de digitalisation, ça c'est bien, mais ça reste qu'un outil, on en reparlera justement tout à l'heure, le lien social. Voilà, le retour à l'humain, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Retour aux sources, la santé mentale, le lien social, la fidélité collaborative, enfin, il y a plein de choses. Mais voilà, moyen de. D'accord, un moyen de, ça c'est intéressant. Peut-être d'un mot, Marie-Astrid Raoult, présenter ce que la Fondation Carrefour propose, fait notamment à destination de cette génération et des étudiants. Alors, on agit beaucoup sur la précarité alimentaire, la sécurité alimentaire. Je pense qu'en effet, ils ont un moyen de consommation un peu différent. Il faut aussi s'adapter. Et puis, il faut répondre aux enjeux, puisque c'est un sujet alors, qui ne date pas de la période Covid. Je pense que c'était bien avant. Il a juste été en exergue à ce moment-là. Il accroît d'après les différentes études que nous avons pu voir. Mais on a pu voir aussi que ce n'était pas forcément des étudiants qui allaient directement vers les circuits d'aide alimentaire classiques. Et c'est là aussi que ça a posé un sujet. Et de nouvelles aides alimentaires portées par des étudiants pour des étudiants ont permis aussi de voir éclore des nouveaux projets, des projets différents. Que vous menez avec des associations étudiantes. Exactement. Et aujourd'hui, on soutient à peu près une dizaine d'associations étudiantes en dehors du réseau classique qui adresse aussi cette précarité alimentaire. Et puis, ils ont inventé, ils ont réinventé, ils ont fait différemment. Et ça permet, en tout cas, sur certaines de ces associations, Linky, Delivered, Studelp, de pouvoir apporter une aide alimentaire et créer du lien social. Je pense que c'est le retour à la source aussi, est là, parce qu'il est très facile aussi, peut-être aujourd'hui, de commander en ligne, mais ils ont aussi besoin, et c'est ce que redonne aussi ce sujet de l'aide alimentaire portée par des jeunes pour des jeunes avec de vraies valeurs sociales. Lien social, évidemment, ce sera l'un des chapitres de ce Smart Trends. Peut-être en quelques mots, Victor Hoguet, nous présenter La Casa déjà. Oui, alors donc, sur le lien social, c'est un des objectifs principaux de La Casa avec le logement. En fait, nous, à La Casa, on propose des grands habitats partagés, donc des grandes colocations avec des services qui sont en région parisienne et à Lille également. Et les deux sujets principaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de logements qui est énorme. On a à peu près 10 candidatures par chambre disponibles. Et puis, il y a surtout énormément de jeunes qui se sentent seuls. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure à La Casa en faisant nos enquêtes internes. Et dans nos grandes colocations, il n'y a que 7% des jeunes qui se sentent encore seuls, alors que c'est plus de 50% en France. Et donc, pour revenir à notre thématique sur une forme de consommation différente, vous le ressentez vous aussi chez celles et ceux qui choisissent des logements comme ça en colocation ou en cohabitation ? Alors, dans la consommation, ce qu'on va constater, c'est qu'on est dans un habitat partagé où les gens partagent pas mal de choses. Ils partagent des parties communes, ils partagent aussi des repas régulièrement. Je pense que le sujet principal, c'est quand même... moi, j'ai monté La Casa en 2018, il y a eu le Covid en 2020. J'ai vraiment vu arriver en moins de 10 ans cette notion d'isolement de part... qui n'était pas forcément exprimée avant, quoi. En fait, avec les réseaux Internet, les réseaux sociaux, le fait de se mettre en avant, mais seul, et de parler à des gens qui ne sont pas devant vous, quand en plus on a ajouté à ça des confinements répétés, en fait, cet isolement, on est quasiment dans la santé mentale, et le fait de partager
un logement et des parties communes, c'est en fait à nouveau vivre en société pour des jeunes. Et ça, et je dirais qu'aujourd'hui, il y a ceux qui le font et puis il y a ceux qui risquent en fait de s'isoler. Alors, quelques chiffres. C'est une enquête Linky qui a été menée l'an dernier, en 2025. 20 000 étudiants interrogés, 78% qui vivent avec moins de 100 € par mois après avoir payé leur loyer, 62% qui sautent régulièrement des repas, 25% qui envisagent d'arrêter leurs études, on est dans cette réalité-là aussi, et 12% qui ont redoublé à cause de leur job étudiant. Élodie Gentina, la précarité étudiante, là aussi, on a l'impression de l'avoir découverte au moment de la crise Covid, avec des files d'attente qui s'allongeaient devant les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire, etc. Évidemment, c'était une réalité qui existait avant. Est-ce qu'elle s'est vraiment aggravée et à quel point ? Alors, c'est clair que voilà, ça existait avant. Aujourd'hui, on est dans un monde de multicrises économiques, financières, mais aussi philosophiques, transition énergétique, l'IA, enfin voilà, tout bouge. Et quand on parle de santé mentale aussi, ça en fait partie, cette précarité. C'est-à-dire qu'on a, on a mis en œuvre le premier baromètre de la santé mentale à l'IESEG avec TIL pour les étudiants. Et on a à peu près plus de 1 étudiant sur 2 qui se déclare en mauvaise santé mentale. Et 38% des étudiants qui déclarent arrêter leurs études à cause justement de ces problèmes-là. Je pense qu'avant, on n'en parlait pas. Voilà, c'était aussi un sujet qui était peut-être un peu tabou. C'est vrai en problème de santé. Aussi. Moi, j'ai vu apparaître dans les entretiens les mots santé mentale dans la bouche de DRH ou de chefs d'entreprise qui n'en parlaient pas avant. Oui, et aujourd'hui, le rôle d'une entreprise, c'est aussi d'apporter des solutions au bien-être. Donc, quand on parlait de qualité de vie, ils se disent, voilà, ça c'est devenu un peu has-been. Aujourd'hui, on est vraiment sur ces questions de santé mentale et c'est plus un sujet tabou, c'est plus un sujet d'ordre privé. Aujourd'hui, les jeunes, comme aussi les seniors, pas uniquement que les jeunes, mais voilà, on en parle beaucoup plus librement. Donc, il y a une certaine liberté d'expression par rapport à ça. Et c'est clair que depuis la crise de la Covid-19, j'avais fait aussi une conférence pour le Congrès national de pédiatrie. Et j'avais rencontré beaucoup de pédopsychiatres, etc., et qui me disaient on n'a plus assez de place pour accueillir nos jeunes qui font des dépressions, qui vont se tourner aujourd'hui vers ChatGPT pour trouver des réponses à un isolement, à un mal-être qu'ils ont. Et on l'a vu aussi avec nos étudiants. C'est-à-dire que 6 ans après la crise de la Covid-19, ces enjeux et ces questions de santé mentale sont toujours là aujourd'hui. Et donc, il y a des conséquences qui sont bien évidemment importantes, comme la précarité. Oui, je reste sur cette idée de précarité alimentaire, Marie-Astrid Raoult. J'ai bien compris que vos actions, elles vont au-delà de la précarité alimentaire, mais restons sur le constat. Est-ce que, effectivement, à votre niveau, la Fondation, vous ressentez une demande plus importante, alors qui peut s'expliquer de deux façons. Soit c'est parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en précarité, soit c'est peut-être parce qu'il y en a plus qui osent pousser la porte alors qu'ils n'osaient pas avant. Je pense qu'il y a un effet ciseau des deux choses. C'est-à-dire il y a eu cette crise du Covid, il y avait des étudiants en précarité bien avant, mais j'allais dire l'angle n'était pas sur eux. On a vu la problématique du confinement. C'est-à-dire des personnes qui ne pouvaient pas manger 3 repas par jour, pas seulement sur les étudiants. On l'a bien vu sur les enfants. C'est une autre cible que nous avons dans la Fondation. Et ensuite, on a vu aussi qu'ils n'allaient pas vers ces aides classiques, les restos du cœur. Il y a aussi un sujet de dignité, un sujet de faire le pas. Il faut aussi aller demander de l'aide. Demander de l'aide une fois que vous avez été confiné pendant 1 an, 2 ans, le problème de la santé mentale. Donc, je pense qu'il y a aussi eu cet effet. Et ensuite, en fait, on a aidé, nous, à notre niveau, en tout cas, tous ces acteurs associatifs. On a vu au début, j'allais dire, ces premières années, c'était de l'aide alimentaire, de l'achat. Et ensuite, on a vu se déployer et on a aidé au déploiement de ces multi-réseaux associatifs étudiants, une dizaine d'associations. Et donc on est passé quand même multiplié par 2, 3, 4. L'exemple de Delivered, je crois que quand on les a accompagnés en 2021, ils étaient 600. Je crois qu'on est à plus de 19 000 étudiants qui sont sur la plateforme de Delivered aujourd'hui. Et donc, vous voyez, il y avait 3 villes, ils sont à 15 villes. Vous voyez, ça s'est démultiplié, mais parce que peut-être que on a vu à émerger beaucoup plus de cas. Et les crises successives que l'on a vécues ont mis aussi, de par le logement, il faut faire des choix. Et sur l'alimentation, c'est souvent le dernier choix, parce qu'il y a des charges avant, et c'est ça évidemment. Et alors, je reprends la première ligne de nos stats. 78% des étudiants vivent avec moins de 100 € par mois après avoir payé leur loyer. Vous êtes une partie de la réponse, d'une certaine façon. Est-ce que ça coûte moins cher d'être en habitat partagé, en logement partagé, à la fois, alors évidemment sur le loyer, mais peut-être aussi sur le reste. C'est-à-dire que quand on est plusieurs, peut-être qu'on est
on va moins sauter de repas parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour aider les autres ou on va cuisiner ensemble. Je ne sais pas. Hein. C'est vraiment une question ouverte comme ça de curieux. Alors, le problème du logement, je pense qu'il est aujourd'hui beaucoup plus large que ça. Il concerne vraiment tout le monde. Effectivement, d'être en habitat partagé, on va partager certaines choses comme Internet ou comme des repas. Nous, on fait livrer, par exemple, un fond de course, les choses qui se partagent, de l'huile, des pastilles à la vaisselle. Donc, c'est des choses qui, unitairement, vont coûter moins cher. Mais je pense qu'en fait, le problème fondamental, puisqu'on parle de précarité au sens large, aujourd'hui, c'est la pénurie de logement. Et ça, c'est un problème qui est énorme, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du logement qui ne favorisent pas la production de nouveaux logements, entre les taux d'intérêt qui ont augmenté, les promotions immobilières qui n'ont pas eu lieu, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui... Les habitats partagés qu'on propose, c'est à peu près le prix d'un studio, donc c'est pas spécialement économique. Ensuite, de vivre en habitat partagé, on va faire des économies, y compris parce que on a 10 amis dans son salon, on n'a pas forcément besoin de sortir. En revanche, il y a une mutualisation, une participation des frais dont vous parliez. Mais en revanche, il y a un sujet quand même fondamental, c'est l'accès au logement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent même pas commencer leurs études dans certaines villes quand, à la rentrée de septembre, fin septembre, ils n'ont pas trouvé de logement. Est-ce qu'il y a une offre spécifique logement de la Fondation ? Ça fait partie des actions que vous menez ou pas Sur la Fondation, non, pas particulièrement. Il y a des acteurs qui sont là aussi pour ça. Non, nous, notre focus c'est sur l'alimentation, pas seulement la précarité aussi, mais aussi les habitudes alimentaires. C'est-à-dire bien manger et aussi savoir cuisiner, consommer différemment, qui est peut-être un peu moins cher et où tout le monde essaye de travailler sur ce sujet. On va continuer de parler de ça, de la question de l'alimentation, parce que il se trouve qu'il y a quelques jours, j'animais un débat entre Christiane Lambert, l'ancienne patronne de la FNSEA, et Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, qui est aujourd'hui au Crédit Mutuel. Et ils sont tombés d'accord sur le fait de dire attention à propos d'une des mesures qui est dans le budget 2026, qui est le repas à 1 euro. Et ils disaient c'est très bien, mais attention de ne pas laisser germer dans l'esprit de cette génération que finalement ça ne coûte rien de manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors je veux bien vous entendre les uns les autres, je ne vous prends pas en piège, vous avez le temps de réfléchir, je commence avec vous, Élodie Gentina, parce que est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Alors, le repas à 1 euro pour des étudiants. On vient de parler de précarité alimentaire et de dire qu'il y en a qui sautent régulièrement des repas. Oui, alors je ne suis pas spécialiste pour ce sujet-là, mais c'est clair que la notion de l'argent, la notion de l'argent, c'est quelque chose d'important, la notion de combien ça coûte. Pour les jeunes aujourd'hui, au-delà de la précarité, c'est aussi important pour eux de bien manger. Ils recherchent l'expérience et bien manger, ça correspond pour à peu près 65% d'entre eux à leur réponse à leur santé mentale. La santé mentale correspond... Enfin voilà. D'abord, la réponse, c'est bien manger. Alors, 1 euro, je pense que oui, tous ces jeunes qui sont en précarité, qui n'ont pas les moyens, etc., je pense qu'il faut trouver des solutions via la Fondation, via tout ce que vous proposez. Et je pense que ça mais va... Mais bien manger à 1 euro, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à côté du 1 euro, on dise voilà combien coûte ce repas en fait et qui le paye. Et qui le paye. Il y a un moment c'est un peu comme la notion d'argent de poche. De comprendre le coût des aliments et le coût du bien manger. À mon avis, moi, j'étais assez d'accord avec Christiane Lambert et Laurent Berger. Et c'est cette notion c'est comme l'argent, provenance ou don, c'est-à-dire est-ce que on donne mais on n'a pas la notion de, ou est-ce que ces jeunes vont avoir la notion de savoir combien ça coûte au détriment de d'autres choses. Voilà, c'est l'apprentissage, c'est la socialisation. Je laisse le débat ouvert. Votre avis, Marie-Astrid. C'est une question d'éducation aussi. Je pense qu'il faut savoir continuer à éduquer sur ce que coûte quelque chose, que ce soit un logement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives parfois et qu'on arrive dans des crises et qu'il ne faut pas savoir les passer. Et après, le 1 euro, c'est très bien dans l'absolu quand il y a la cantine pour, mais il y a des sites aussi où il n'y a pas forcément ce repas disponible, servi, cuisiné. Donc voilà, il faut aussi avoir d'autres démarches à côté qui seront toujours nécessaires, je pense, parce qu'il y a aussi des géographies qui ne permettent pas toujours d'avoir ces dispositifs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours savoir prendre aussi à demi-mesure. Bon, allez, j'avance. Là, le lien social, on en a déjà beaucoup parlé. Victor Auguet, vous nous le disiez tout à l'heure, un jeune sur 2
qui dit quoi? Qui dit qu'il souffre d'isolement. Qui se sent seul. C'est le mal de la jeunesse, peut-être pour vous, avant tous les autres? Moi, je pense que c'est un problème qui en entraîne beaucoup d'autres. On manque de confiance en soi, on a peur après de s'engager. Il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent plus avoir d'enfants. Enfin, finalement, c'est ce sentiment de solitude, il se répercute dans beaucoup de choses. Et en tout cas, je pense que c'est très lié à la notion de vivre en société. Et qu'en fait, à partir du moment où l'homme est un animal social, et quand vous le remettez en groupe, les gens se parlent, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas amis avec tout le monde, mais on fait société. Aujourd'hui, on vous enferme tout seul dans une cave pendant 3 jours, je pense que vous ressortez traumatisé. Bien sûr. Je ne veux pas être tout seul avec mes pensées. Non, mais sérieusement, je pense qu'effectivement, on en ressort traumatisé. Faire société dans un univers médiatico-politique qui est de plus en plus antagoniste. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est compliqué, c'est presque contradictoire. Je réagis justement, je rebondis sur ce que vous dites. Très souvent, par exemple, avec les colocataires, on va avoir des problèmes à l'écrit. C'est-à-dire qu'on est dans ses pensées, on écrit quelque chose, les pensées, les mots dépassent ce qu'on pense, et puis en fait, vous mettez les gens ensemble, et l'agressivité, très vite, elle retombe. Juste le dialogue, se parler, en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme lieu de lien social peut-être nouveaux, qui permettent justement de compenser cet isolement. En fait, c'est intéressant, juste pour revenir par rapport à ce que vous disiez, c'est que là, que le lien social, c'est un besoin qui est humain, comme la notion de compétence, l'autonomie, le lien social. C'est les 3 grandes motivations qui sont propres à tous les hommes, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais cette nouvelle génération, on a vraiment un retour sur la culture de l'échange, du partage, la communauté. Le lien social, à un moment, ils l'ont perdu pendant cette crise de la Covid-19. Pourtant, ils avaient accès à leur téléphone portable tout le temps et ils souffraient énormément, mais du vrai lien social et cette notion de présentiel. Et vous voyez, c'est intéressant quand on est le parallèle avec les entreprises. Quand on demande à un jeune, mais t'es fidèle à quoi ? Ils nous disent, on n'est pas fidèle à l'entreprise, on est fidèle à nos collaborateurs qui deviennent nos copains, notre communauté, notre tribu. Et donc voilà, on est vraiment sur ce besoin de retrouver du lien. Et il y a plein d'espaces où on peut faire lien. Quand on dit, est-ce que c'est la fin du magasin ? Le magasin, c'est hyper important. Voilà, même si les jeunes achètent en ligne, ils ont besoin d'aller dans le magasin pour se socialiser, pour apprendre, pour grandir. Pardon, je vous interromps, mais comme on est quand même autour de la notion de consommation... alors, je vais penser seconde main, je vais penser achat groupé, etc. Ça fait partie des modes de consommation qui créent ou qui recréent du lien. Mais complètement. Quand on parle justement de vintage, d'achat seconde main, très souvent on dit ils achètent seconde main pour des considérations économiques, c'est vrai, mais aussi pour des considérations sociales, sociétales et aussi symboliques. Apprendre le marché en dehors du marché, le don contre don, la réciprocité, faire du lien, échanger, retrouver l'historique d'un produit. Donc, toutes ces notions-là d'achat groupé, de système collaboratif, que ce soit dans le logement, comme dans l'habitat, les transports, toutes ces notions-là, c'est quelque chose qui est extrêmement fort pour les jeunes. Et les entreprises sont aussi en train de travailler là-dessus. Ce retour justement au besoin d'être dans le présentiel, mais comment attirer aussi pour donner l'envie d'être ensemble. Avec, effectivement, la notion, les enjeux du numérique qui peuvent à la fois avoir un effet isolant ou un effet connectant. C'est intéressant, Marie-Astrid Raoult, de voir que vous aviez lancé, je crois que c'était une de vos premières actions, c'était un challenge TikTok, c'est ça? Alors moi, j'entends ça, je me dis, oh là là, où est-ce qu'ils ont mis les pieds? Ils sont bien gentils, mais c'est quand même pas le plus bel espace pour avoir du contenu réfléchi et distancié. Bref, qu'est-ce que vous aviez imaginé? C'était le tout début de on était dans les premiers mois de crise Covid. Comment on allait pouvoir aussi mettre de la solidarité autour de la solidarité. C'est-à-dire, c'est bien, on était tous confinés. Il y a quand même des chaînes de solidarité qui étaient quand même chez soi. On a vu plein de choses. Et c'était aussi comment on allait faire avec l'association Hop Hop Food et puis faire un challenge pour maximiser le nombre de dons de produits. On est arrivé à 35 tonnes pour redistribuer à plein d'étudiants parce que les associations ont toujours été sur le terrain pour redistribuer. Donc, on se dit bravo au réseau social. Parce que ça c'est une autre manière de pouvoir faire comprendre déjà aux jeunes qu'ils n'étaient peut-être pas seuls dans cette situation-là. Ça a été un des enjeux. Et puis récemment, en décembre 2025, la Studelp a lancé aussi quelque chose où on retrouve ce lien. Il a lancé une opération où on pouvait inviter chez soi au moment de Noël un étudiant isolé.
Donc, on a fait toute une aide à l'engagement avec lui en mettant à disposition nos écrans digitaux, nos réseaux pour que ça puisse être nos collaborateurs eux-mêmes. Moi, je crois qu'on a une quinzaine de collaborateurs qui ont accueilli quelqu'un pour la période de Noël, le dîner. Et donc, il y a eu plus de 1000 repas comme ça partagés et de ne pas laisser ces jeunes tout seuls chez soi à ces moments de fête parfois qui sont peut-être plus difficiles à partager parce qu'ils n'ont pas leur famille à côté. Victor Auguet, dans les maisons, la casa, il y a évidemment de l'interaction physique, il y a des espaces numériques communs, il y a des outils en ligne communs. Comment vous... En fait, le vrai sujet, c'est quand on arrive, c'est d'être accueilli et très vite, en fait, de prendre une place. Et de prendre une place, notamment, nous, voilà, il y a 12, 14 colocataires et les gens se répartissent les rôles. Donc, il y en a qui vont faire les visites quand il y a des nouveaux candidats qui arrivent. Il y en a qui vont être référents pour la maintenance et faire un ticket sur l'application pour dire il y a tel et tel problème. Et en fait, le fait de prendre un rôle, on devient acteur. Et comme on est acteur, on est en lien avec les autres. On régularise les charges une fois par an, mais comme ils sont 12 à avoir consommé, il faut justifier les factures, on a des questions, et puis derrière, on se dit, oui, mais du coup, faut peut-être faire attention à ne pas prendre des douches trop longues. Enfin, en fait, on fait société de par les interactions et le fait que chacun prenne un rôle dans la communauté. Et il y a une appli, il y a un outil numérique qui permet à tout ce beau monde d'interagir ou pas forcément ? Alors, avant d'arriver, on peut visiter les maisons, il y a les groupes WhatsApp, mais c'est assez simple. Après, en fait, c'est des gens qui vivent ensemble. Donc, tout simplement. Voilà, vous avez le même salon, donc je cherche à compliquer. C'est là que ça se passe. C'est juste tout simple. Élodie Gentil, c'est vrai qu'il y a on a un rapport un peu, je ne sais pas quel terme employer, mais schizophrénique ou paradoxal à l'univers numérique. Et il est à la fois une ouverture sur le monde et il a à la fois un repli sur soi. Pour cette génération-là, est-ce qu'il y a... Moi, je vois ça parce que j'ai des grands-enfants et des grands beaux-enfants qui commencent à être dans une sorte parfois de rejet de l'outil numérique. Est-ce que vous sentez poindre ça ? Alors, oui, mais pas au moment de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, c'est vraiment un outil de socialisation. Et parfois, ils le disent, si on n'en a pas, c'est un outil d'isolement. Donc là, les parents doivent aussi montrer l'exemple, parce que trop souvent, on condamne les jeunes, mais les parents n'ont pas toujours, ne montrent pas forcément l'exemple. Et voilà. Gamin sur leur téléphone, exactement. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Après, très souvent, les jeunes nous le disent. Le smartphone permet de prolonger une relation, mais la vraie relation, elle se crée où ? Dans le lien social, l'école est le premier agent de socialisation. Voilà, donc le smartphone va permettre de prolonger, d'approfondir une relation. Il y a des jeunes qui parlent aussi de relations parasociales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des copains en vrai, et puis parfois même, et c'est ça le danger, on se crée des copains uniquement dans le numérique, au travers des jeux vidéo, les avatars, etc. Et où est le danger ? Donc l'éducation, c'est hyper important. Au niveau de l'école, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Au niveau de l'école, du collège, des lycées, pour sociabiliser. Donc là, on voit aussi avec l'interdiction des réseaux sociaux à partir de 16 ans, personnellement, moi je pense que c'est une bonne chose quand on voit tous les dangers liés à ça. Même si la mise en œuvre sera compliquée. Même si la mise en œuvre sera compliquée. Parfois on est obligé d'avoir certaines lois quand on voit cyberharcèlement, des cas de suicide, etc. Bon, ça c'est compliqué, mais autrement, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Il y a aussi des belles choses, à l'apprentissage de la lecture, nous non plus, des calculs, des jeux. Mais c'est l'utiliser à bon escient. Et on voit aussi aujourd'hui qu'il y a des nouvelles formes de dépendance. Avant, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, on parle de nomophobie. C'est dépendance au téléphone portable. On a quand même 85% des jeunes qui se déclarent nomophobes, cette phobie de ne pas avoir accès à son téléphone. Et on a quand même à peu près 45% des ados qui dorment avec leur téléphone portable dans leur chambre. C'est là le danger. Voilà. Derrière, ça a des répercussions sur la qualité de sommeil, la quantité, l'estime de soi, et donc la dépression, la santé mentale, etc. etc. Il faut aussi rétablir des règles de vie à la maison. Prendre soin de l'autre, et c'est pas forcément avec le téléphone. C'est plutôt sans le téléphone, mais les parents doivent aussi jouer le jeu. Marie-Astrid Raoult, votre avis sur cette relation contrariée, antinomique qu'on peut avoir adulte et étudiant, oui, adultes et étudiants et jeunes enfants. Je pense que c'est toujours pareil. On a affaire à un sujet d'éducation. Donc je pense qu'à tous aussi de prendre ce rôle-là. C'est un sujet aussi de l'alimentation au sein de la famille. Si on pouvait manger sans un téléphone portable allumé à côté de soi. Il y a de moins en moins de dîners en famille. J'ai lu ça récemment, c'est une habitude qui est en train de se perdre. Voilà, l'alimentation, c'est un lien social. Je veux dire, je pense que depuis des générations et des générations, il faut essayer de réinstaurer aussi ces habitudes-là, comme enlever son téléphone pendant la nuit. Donc voilà, c'est aussi ce qu'on peut aussi rétablir en donnant aux
quelles sont les habitudes de consommation, des habitudes, et c'est ce qu'on peut faire au travers d'associations qui font aussi ça très bien, que ce soit des associations qui travaillent sur le numérique ou des associations qui travaillent sur l'alimentaire, ou ces jeunes associations portées par des jeunes, voilà, même s'il y a l'outil un peu numérique derrière, ça n'empêche qu'ils sont capables de créer aussi des moments de convivialité et d'accompagner ces jeunes dans le lien social, dans où est-ce qu'ils peuvent s'adresser, où est-ce qu'ils doivent aller. C'est leur travail. L'alimentaire est toujours une raison de pouvoir toucher les gens aussi. Je pense que c'est là où on trouve le lien social. On peut les toucher avec l'alimentation. Si on parle de... Ce que je retiens, moi, de nos échanges, c'est quand même ce besoin d'espace, de communauté, de vie collective. Est-ce que les magasins, les grands magasins, parce que c'est vrai que vous êtes en train de vous réinventer, hein, les hyper qui sont plutôt en perte de vitesse, les magasins plus petits de centre-ville qui, eux, cartonnent. Je dis ça après avoir entendu un des cadres de Carrefour faire cette démonstration dans une conférence. Et donc, il faut quoi? Il faut réinventer les magasins pour qu'ils soient aussi des lieux de rendez-vous, d'une certaine façon. C'est ce que disait Élodie. C'est d'ailleurs, on est quand même dans un changement de mode de consommation. Donc, il y a la consommation numérique, bien sûr, mais il y a aussi la consommation, qu'est-ce qu'on va sur son chemin, comment on trouve aussi d'acheter son alimentaire quand on revient, alors peut-être qu'on a le portable, mais où est-ce qu'on s'arrête pour aller acheter telle ou telle chose, et à nous aussi d'être le plus Mais un grand dynamique magasin, alors peut-être plus d'ailleurs un magasin de centre-ville, ça peut être un lieu de sociabilisation aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Ouais. C'est le lien en contact que vous avez avec le personnel du magasin, les personnes qui font leurs courses. On allait en famille, revenons à venir peut-être aussi en famille faire nos courses. C'est ce qu'on faisait quand on était plus jeune. Derrière, c'est tout ce qui est l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'est-ce qui est le plus important, c'est le bien ou le lien. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes, mais comme toute autre personne, ce retour au magasin, c'est ce besoin, non pas uniquement d'acheter un produit, mais aussi d'expérimenter, de toucher, d'échanger, de se sociabiliser, etc. Et donc même, je travaille avec beaucoup aussi de grandes marques et de grands magasins qui disent le magasin de devenir un lieu de vie, un lieu de vie expérientiel. Il y a même dans l'architecture des grands magasins, le fait de créer des lieux d'agora ou des associations de quartier peuvent venir, participer, interagir, mettre des annonces, etc. Sûr. Tous les jours, on a des associations dans nos magasins ou des acteurs du territoire. C'est un lieu de rencontre, quoi qu'il arrive. Et c'est un lieu où tout le monde peut se retrouver. Donc les jeunes générations, peut-être qu'elles se sont senties isolées, elles sont peut-être en train de revenir à ça, c'est ce que je vois, et c'est ce qui est important, mais à nous aussi d'être attractifs avec des choses un peu différentes et des modes de consommation différentes. Mais sur un chemin, on le voit très bien, nous, dans notre modèle, il y a les paniers qui sont des paniers to go, des paniers anti-gaspi qui sont moins chers, qui sont sur votre chemin, où vous pouvez avoir de la viande, du poisson, à prix beaucoup plus bas, entre 30 et 50% moins cher. Donc en fait, sur leur chemin, parfois, c'est aussi un mode. Alors ça passe par le numérique, certes, mais peut-être que c'est aussi un autre mode de consommation et qui a quand même beaucoup évolué. À nous d'être inventifs aussi. Merci beaucoup à tous les trois et à très bientôt sur l'antenne de Be Smart for Change. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau Smart Trends. Salut!